enfants? Je suis père de famille. C'est un premier point. Et j'en ai assez vu dans mes recherches pour savoir ce que vaut l'enfant. Je me rappelle, le tout début de mes recherches, c'était à Paris, dans le laboratoire de Binet, où Binet était mort et Simon n'y travaillait plus parce qu'il était ailleurs. J'ai eu donc pour moi un laboratoire vide, sans voisins et avec toute une école à disposition. Et j'ai commencé à mon idée comme j'ai pu. Et alors, pendant la récréation, je voyais deux gosses qui parlaient de moi, parce que l'un me désignait du doigt de loin. Alors je l'ai fait venir après, en lui demandant de me dire exactement ce qu'il a dit de moi. Je lui ai promis de ne pas me fâcher, qu'il me dise exactement, quelle que soit la formule. Alors, il était vaguement gêné, mais enfin, il s'est exécuté. Il m'a dit, je lui ai dit, il est rigolo, ce type. Eh ben, j'ai vu le gage du succès de la méthode. Si le contact est possible avec l'enfant et qu'il trouve intéressant ce que je lui demande, c'est qu'il y a possibilité de continuer. Ce n'est pas pour eux-mêmes que vous avez étudié les enfants au départ. Ah ben, j'ose avouer que non, c'était, quel que soit l'intérêt que je puisse avoir pour l'enfance, l'enfant était pour moi avant tout l'objet, l'être dans lequel se construisent les fonctions cognitives, les fonctions de connaissance, dont on ne voit que chez l'adulte les résultantes, alors qu'il s'agit d'atteindre les mécanismes constructifs. Et l'enfant, à cet égard, est étonnant comme domaine d'expérience. Avant le langage, déjà pendant les 18 premiers mois à peu près, il y a une masse infinie d'élaboration, de construction dont on peut suivre le détail par observation minutieuse. Comment définissez-vous l'intelligence? L'intelligence, c'est l'adaptation à des situations nouvelles au point de vue fonctionnel et au point de vue structural. L'intelligence consiste à construire des structures opératoires. Et j'appelle opération une action intériorisée, mais une action susceptible d'être généralisée et surtout susceptible d'être inversée, d'être réversible. L'addition, par exemple, correspond à la soustraction. Additionner, au début, c'est une action matérielle, c'est réunir des objets, mais réunir, on peut les dissocier, ça devient donc une opération réversible et généralisable. Alors, quels sont les mécanismes généraux qui rendent ces opérations possibles? Si l'opération dérive de l'action, comme je le suppose, il faut partir du mécanisme de l'action, et on constate que dès le niveau sensorimoteur, c'est-à-dire avant le langage, une action est toujours solidaire de ce que j'appellerais un schème d'action, c'est-à-dire qu'elle peut se répéter, elle est généralisable par certains de ses aspects. Alors, un tel schème est essentiellement adapté à des objets, puisqu'il y a eu action au point de départ. Et cette adaptation comporte deux pôles, que j'appellerais l'assimilation et l'accommodation. L'assimilation, c'est le fait d'intégrer de nouveaux objets dans le schème de l'action antérieure. Par exemple, un enfant, un bébé de 1 an, découvre qu'en tirant sur une couverture, il peut rapprocher de lui l'objet qu'il désire et qui est à l'autre bout de la couverture. Il va, en présence de autre chose qu'une couverture, un coussin, un carton quelconque, l'utiliser également comme support qu'on peut tirer. J'appellerais ça de l'assimilation. La situation nouvelle est assimilée aux situations antérieures qui ont donné naissance au schème. Mais une assimilation n'est jamais, ou du moins exceptionnellement, une répétition intégrale. Si la situation est nouvelle, il faut modifier tant soit peu le schème. Et alors j'appellerais accommodation le fait que la situation nouvelle ou l'objet nouveau oblige à certaines modifications du schème.
Par exemple, le schème de la préhension, quand le bébé commence à prendre ce qu'il voit devant lui, ben, il fera d'autres mouvements pour prendre un gros objet ou un petit objet. Ça, c'est de l'accommodation à la situation présente. Assimilation, accommodation, ce sont des termes plus biologiques que psychologiques. Oui, mais c'est que l'intelligence étant une adaptation, c'est un cas particulier de l'adaptation biologique. La naissance n'est pas un commencement absolu et le développement de l'intelligence ne part pas d'une table rase. Ainsi faut-il remonter le cours de l'évolution biologique pour en trouver les sources. Tout organisme vivant intègre en les transformant les substances qu'il prélève dans le milieu ambiant et qui sont nécessaires à sa croissance. Mais il doit s'accommoder en retour aux conditions offertes par ce même milieu. De même, la jeunesse de l'intelligence apparaît-elle comme une adaptation toujours plus précise à la réalité, comme un équilibre chaque fois détruit et chaque fois retrouvé entre l'homme et l'univers. Toute l'évolution de l'intelligence peut s'exprimer, s'analyser en termes d'équilibration. Je dis bien équilibration et pas équilibre, parce qu'il n'y a jamais un équilibre final qui serait un repos définitif, sans quoi on ne penserait plus. C'est toujours un processus, et un processus qui va d'un équilibre moins bon à un équilibre meilleur. Le développement de l'intelligence est une construction continue, comparable à l'édification d'un vaste bâtiment qui, lors de chaque adjonction, serait plus solide, ou plutôt au montage d'un mécanisme subtil dont les pièces atteindraient une souplesse d'autant plus grande que leur équilibre deviendrait plus stable. Quelles sont les principales étapes du développement de l'enfant? Alors, vous avez le niveau réflexe. Ensuite, vous avez par assimilation au schème réflexe, donc par intégration d'objets nouveaux, la formation d'habitudes nouvelles. Par exemple, sucer son pouce, qui est un dérivé du réflexe de la tétée et de la succion, ça va sans dire. Et puis après les premières habitudes, vous avez le moment où se coordonnent la vision et l'appréhension, ce qui permet à l'enfant de manipuler les objets et de découvrir par assimilation des propriétés. Puis ensuite, vous avez la découverte de moyens nouveaux, et puis finalement le début de la compréhension immédiate de certaines situations nouvelles. Alors là, le langage devient possible et commence une seconde période, vers 1 an et demi, 2 ans, qui est ce que j'appellerais la période représentative, parce que cette fois c'est plus simplement de l'action sensorimotrice, donc perception et mouvement, et un point c'est tout, mais il y a en plus l'intériorisation des actions sous forme de représentation, de pensée, mais une pensée qui entre 2 et 7 ans en moyenne reste préopératoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore les opérations dont nous parlions tout à l'heure, et ça se manifeste à toutes sortes d'indices, en particulier les non-conservations. Par exemple, quand vous versez un liquide d'un récipient d'une certaine forme dans un récipient plus élevé et plus mince, ben, l'enfant va croire qu'il y a plus de liquide qu'avant. Il n'a pas la conservation de la quantité de matière, faute d'opération réversible. Il ne voit pas que chaque modification dans un sens est compensé dans l'autre, ce qui augmente en hauteur, diminue en largeur. Au niveau des opérations, il va découvrir tout ça, et alors entre 7 ans et 11-12 ans, vous avez une grande période extrêmement fructueuse au point de vue de l'intelligence, qui est la formation de toutes les opérations que j'appellerais concrètes, c'est-à-dire qu'elles ne fonctionnent qu'en présence d'objets manipulés par l'enfant lui-même, ou bien dont les manipulations sont faciles à imaginer. Et alors enfin, vers 11-12 ans, vous avez une 4e grande période que j'appellerais celle des opérations formelles, et où l'enfant peut raisonner sur des hypothèses exprimées verbalement, et plus seulement sur des objets qu'il manipule. Alors en gros, vous avez 4 grandes périodes avant le langage, de 2 à 7 ans préopératoire, de 7 à 11 opérations concrètes, et finalement opérations formelles. Est-ce que l'on peut avancer l'âge d'acquisition des stades du développement? Ah ben vous me posez la question que j'appelle la question américaine, parce que jamais en Amérique je ne fais une conférence sans qu'on me demande si on peut accélérer mes stades.
Alors ma réponse est toujours la même. Est-ce qu'il y a avantage à accélérer? Ou bien est-ce que la durée de succession, de formation joue un rôle? Est-ce qu'il n'y aurait pas une durée optimale? Alors là-dessus, un psychologue américain, Grobert, a repris mes expériences sur l'objet permanent chez les petits chats. Et il a découvert que le petit chat arrive à 4 mois au niveau que le bébé de l'homme n'atteint que vers 9 mois. Ben voilà une belle accélération, ça devrait vous réjouir. Mais à quoi elle sert? Ben, le petit chat, il n'ira pas beaucoup plus loin, tandis que le bébé, il va continuer toute sa vie s'il est un chercheur, ou au moins jusqu'à son adolescence, et ira beaucoup plus loin. Ce qui donne à penser qu'il y a, je dirais pas une durée, mais une vitesse optimale. Quand vous écrivez un livre, ben, si vous le faites trop vite, c'est pas bon. Si vous le faites trop lentement, c'est pas bon non plus. Il y a certainement une vitesse optimale dans l'organisation des idées, et ça doit se trouver à coup sûr dans le développement. Malheureusement, nous ne la connaissons pas. Revenons au nourrissant. Comment celui-ci voit-il le monde qui l'entoure? Ben, il le voit d'une manière curieuse. Le monde est entièrement centré sur son corps propre, ce que Freud appelle le narcissisme. C'est un narcissisme sans narcisse. Autrement dit, l'enfant a beau centrer tout sur lui-même, il ne se connaît pas lui-même à titre de sujet. Et il y a encore indifférenciation complète entre le monde intérieur du sujet et le monde extérieur des objets. Et alors, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas non plus d'objet permanent. C'est-à-dire qu'un objet qui est visible, ben, il existe tant qu'il est visible. Dès que vous le faites disparaître derrière un écran, l'enfant a beau avoir déjà la main tendue dans la direction de l'objet, au moment où il ne le voit plus, il retire la main comme s'il était résorbé dans le tableau suivant. Alors c'est un univers. L'univers initial est à la fois sans sujet et sans objet. Dans quelles circonstances avez-vous été amené à étudier l'objet permanent pour la première fois? Ben, la première fois, c'était un hasard heureux. J'étais à Paris chez ma grand-mère en train de travailler dans une grande salle et on m'avait confié à surveiller un bébé qui était un petit cousin, et il s'amusait il marchait à moitié debout, à moitié à quatre pattes, et il s'amusait avec une balle. Alors la balle, à un moment donné, a roulé sous un fauteuil. Il est allé la chercher, pas de problème, parce qu'elle était visible. Après quoi, la balle a roulé sous un canapé qui était bas avec des franges. Il l'a cherché là, mais comme on n'y voyait rien sous le canapé, il ne l'a pas vu. Alors je l'ai vu se relever et sans hésiter aller directement au fauteuil pour retrouver la balle sous le fauteuil, puisqu'une fois elle avait été sous le fauteuil. Alors c'est un début de permanence, c'est entendu, mais encore lié à l'action propre. L'objet est là où l'action a réussi, et indépendamment du groupe des déplacements dont je parlais tout à l'heure. Alors je me suis dit, quand j'aurai des enfants, la première chose à faire est d'étudier les étapes de cette permanence de l'objet, qui n'a pas l'air inné du tout, comme elle l'est chez certains animaux, mais qu'il s'agit de construire. Cette scène, des centaines de milliers de gens l'avaient vue avant vous, et ils n'en avaient rien tiré. Ah ben écoutez, le hasard ne fait jamais rien en science si on ne se pose pas des problèmes. Le hasard est instructif dans la mesure où on a des questions préalables. Il en va donc du chercheur comme de l'enfant pour lire le réel. Ah bien entendu. Il faut l'intégrer dans bien entendu, n'est-ce pas? C'est pas la pomme qui est tombée à côté de Newton qui a produit la gravitation, sans quoi Adam aurait déjà pu la découvrir en voyant tomber des pommes. L'intelligence propre aux 2 premières années de la vie ne porte que sur la coordination des actions, elle n'est que pratique. Le primate se situe sans doute à ce niveau. Des expériences classiques du même type que celle-ci ont montré que le chimpanzé est parfaitement capable d'utiliser un bâton comme moyen terme pour atteindre la banane convoitée. Tout comme le bébé de 10 mois, il sait aussi retrouver une bille dissimulée sous un écran, malgré les inversions de position. Les débuts donc sont prometteurs, mais ensuite tout se bloque, il n'ira pas plus loin. Ce qui lui manque, c'est la fonction sémiotique,
Grâce à l'image mentale, au langage, le bébé va pouvoir intérioriser ses actions sous forme de pensée et cette possibilité de représentation lui ouvrira des perspectives presque illimitées. Le primate, quant à lui, reste à la frontière. C'est pour lui d'ailleurs que ce dispositif a été imaginé avant d'être étendu aux enfants. Dans cette situation, la découverte de l'objet caché sous un écran pose des problèmes complexes et exige une sorte de reconstruction. S'il n'y a que 2 boîtes disposées symétriquement sur le cylindre, l'enfant peut en suivre les déplacements. Aussi n'éprouve-t-il aucune difficulté à retrouver la bille. Mais avec 3 boîtes trop rapprochées, la référence perceptive n'est plus possible et l'enfant doit se représenter les positions relatives des boîtes les unes par rapport aux autres, ce qui n'est guère possible avant 3 ans et demi, 4 ans. Même si l'on place la bille dans la boîte du milieu, cet indice absolu pour l'adulte n'en est pas un pour lui. Ainsi, la notion d'un objet situé entre 2 autres, si primitive soit-elle, n'a rien d'inné et doit être construite. Si on a un questionnaire standardisé, posé d'avance, et né variéture comme bien des auteurs, on trouve ce qu'on cherche, c'est-à-dire les questions que se posait l'expérimentateur, et on ne sait pas tout ce qui peut se passer dans la tête de l'enfant et qui est en marge des questions qu'on a posées. Par conséquent, pour étudier l'enfant, il faut une méthode beaucoup plus souple, qui est voisine de la méthode clinique des psychiatres, n'est-ce pas ? Faire causer le sujet, le suivre dans chacune des directions qu'il adopte, et puis le suivre aussi loin que possible, et surtout si cette direction est imprévue pour vous. Et se garder d'avoir un questionnaire standard, sans quoi on ne trouvera jamais rien de neuf. Mais ce qui vous intéresse, ce ne sont pas les performances. Si, les performances, mais c'est surtout le processus qui y conduit. Alors, le test n'atteint que les performances, tandis qu'une méthode de conversation libre permet d'atteindre les processus, de voir comment l'enfant invente, souvent en cours d'interrogatoire sous vos yeux même. C'est l'intelligence naturelle de l'enfant qui vous intéresse. Comment parvenez-vous à la distinguer de ce qui est appris, à l'école par exemple ? Oh, mais ça, on le voit tout de suite. Dans une interrogation d'enfant, tant qu'il est spontané, il a un tout autre ton, une toute autre allure. Quand il se met à utiliser des notions scolaires, c'est curieux, mais même sa voix change. Et puis, d'après ce qu'il dit, alors on voit tout de suite. Par exemple Par exemple, nous avions fait des recherches sur ce que devient un morceau de sucre une fois fondu, et ce qui reste sous forme de petits grains dans l'eau, etc. Une réponse fréquente était ça devient liquide. Ça devient des tout petits grains, mais eux se liquéfient. Alors, je me rappelle 2 gosses qui avaient des connaissances acquises au dehors. Un m'a dit, je sais bien ce que c'est des atomes. Je dis, très bien, alors qu'est-ce qui devient de ces atomes quand on ne voit plus rien ? Ils deviennent de l'eau. Et puis un autre m'a même dit, puis les atomes, il y a encore plus petit, il y a des neutrons. Il connaissait le terme de neutrons, il avait 6 ans, quelque chose comme ça. Je lui dis, parfait, alors ces neutrons, qu'est-ce que ça devient ? Ça devient de l'eau. Autrement dit, le vocabulaire était autre, il récitait quelque chose sur ce point, mais ça ne changeait rien à la manière de raisonner. Les enfants se ressemblent étonnamment les uns aux autres, du point de vue de ses fonctions cognitives. Je ne dis pas du point de vue de la personnalité et du caractère, mais du point de vue des mécanismes de formation de l'intelligence, c'est tout à fait frappant de voir les ressemblances entre les sujets que nous étudions. Et pas seulement au tout début, mais prenez un enfant moyen de 5 à 7 ans, vous retrouvez chez tous les enfants de 5 à 7 ans, sauf les très avancés et sauf les retardés, bien sûr, mais dans les moyennes, vous retrouvez avec une étonnante précision les mêmes réactions. Cette convergence des réponses, c'est sur les enfants genevois que vous l'avez trouvée. Ah oui, mais Dieu soit loué, on a fait ces derniers temps toutes sortes de recherches dans d'autres populations que les genevois. On en a fait en Afrique, on en a fait en Asie, on en a fait à Haïti, on en a fait
chez les Esquimaux du Canada, etc. Et partout, on retrouve les mêmes stades. C'est-à-dire qu'il faut préciser ici une distinction importante. Il y a l'ordre de succession des stades, et puis il y a l'âge moyen auquel un stade est atteint. Alors l'âge moyen varie bien sûr. Dans des sociétés peu développées, vous pouvez avoir du retard. En Iran, par exemple, chez les analphabètes de la campagne, il y a un retard de 3 ans en moyenne sur ce que nous trouvons à Genève ou sur ce qu'on trouve à Téhéran dans un milieu urbain. Mais à côté de l'âge moyen, qui n'a qu'une importance très relative, il y a l'ordre de succession, c'est-à-dire ce qu'on appelle en embryologie un ordre séquentiel, chaque stade étant nécessaire pour la formation du suivant. Eh bien, cet ordre séquentiel, on l'a retrouvé partout, avec une régularité frappante. On peut étudier l'intelligence pour elle-même, sans faire appel à l'affectivité. Ah ben, écoutez, l'affectivité, c'est le moteur, et l'intelligence, c'est la structure. Alors, pour actionner une structure, il faut bien entendu un moteur, et bien entendu, n'importe quelle recherche cognitive suppose par conséquent l'affectivité, au moins sous forme d'intérêt pour le problème dont on s'occupe. Sans cet intérêt, il ne se passe rien du tout, on ne travaille pas. Alors, l'affectivité joue un rôle fondamental, donc à titre de dynamique ou d'énergétique de la conduite, mais l'affectivité n'explique pas la structure. Et du point de vue qui m'intéresse, qui est le point de vue de la théorie de la connaissance, n'est-ce pas, de l'épistémologie, c'est la structure qui importe, et cette structure, elle est indépendante de l'affectivité. Elle fonctionne uniquement sous l'effet de l'affectivité, mais en tant que structure, elle se bâtit par des lois structurales qui sont les lois de l'intelligence, de telle sorte qu'il n'y a pas besoin de s'occuper de l'affectivité, ce qu'on me reproche souvent, mais je ne suis pas psychologue pour la psychologie, je suis psychologue au service de l'épistémologie, ce qui est différent. Pensez-vous que la psychologie génétique est une science exacte ? Que veut dire exact ? Il n'y a d'exact en science que les sciences purement déductives, comme la mathématique et la logique symbolique. Une science expérimentale, à partir de la physique jusqu'à la biologie, c'est une science qui procède toujours par approximation successive, mais là, je crois qu'il n'y a aucune différence entre la psychologie biologique et les méthodes du biologiste. C'est l'expérimentation, c'est le contrôle des faits par des contre-épreuves, etc. Et en ce sens, on peut parler d'une science. Mais exact, je le répète, il n'y a que les mathématiques qui le soient. Vous avez enseigné la philosophie avant de réaliser ce que vous avez appelé une déconversion. Alors qu'est-ce qui sépare, à votre avis, approche philosophique et scientifique des problèmes ? Ce qui sépare la science de la philosophie, c'est, me semble-t-il, 2 choses. Premièrement, ne chercher que des questions pour lesquelles il y a une réponse possible avec des méthodes communes à tous les chercheurs, autrement dit des méthodes de vérification ou bien expérimentales ou bien déductives si c'est affaire de mathématiques. La deuxième différence entre science et philosophie, c'est que la philosophie vise la totalité du réel, et du réel pas seulement sous l'angle des connaissances proprement dit, mais sous l'angle des valeurs, et par conséquent suppose un engagement de la personne dans cette vision de l'univers. Et alors, d'un tel point de vue, il n'est pas possible de délimiter les problèmes. Un problème est toujours solidaire de tous les autres, et en particulier des évaluations morales, idéologiques, etc. Par conséquent, l'accord des esprits n'est pas possible, et étant donné qu'il y a plusieurs évaluations légitimes en face de l'existence et de la vie en général. On n'est plus dans le domaine de la science, mais dans celui de l'idéologie. Idéologie a souvent un sens péjoratif. Je dirais qu'on est en présence d'une sagesse, comme le veut l'étymologie même du mot philosophie. Sagesse, c'est-à-dire une prise de position raisonnée,
raisonnée, bien entendu, c'est-à-dire qu'il y a une part de connaissance, mais subordonnée à des engagements et à des jugements de valeur, ce qui n'est pas le cas en science. Alors en psychologie génétique, nous n'avons comme aucune tentation même d'introduire des jugements de valeur. L'enfant raisonne avec sa logique, l'adulte avec la sienne, et on voit l'évolution de l'une à l'autre. L'une n'est pas plus vraie que l'autre, ce sont des étapes. Je pense que ça dépend du but qu'on donne à l'éducation. Est-ce qu'on veut créer des esprits capables de nouveauté, d'invention, de construction, ou bien est-ce qu'on se borne à former des individus qui sont conformes à l'état actuel des choses et des connaissances et qui répètent simplement ce qu'on a déjà acquis? Alors, si le but de l'éducation est de créer des esprits constructifs, l'essentiel n'est pas tant la somme des connaissances acquises, mais la manière dont elles se forment et se construisent. Alors là, si vous donnez des leçons trop vite sur des points que l'enfant pourrait découvrir par lui-même, vous supprimez le facteur de création et de construction au profit du facteur de simple accumulation des connaissances. Mais l'accumulation des connaissances, on sait ce que ça vaut. Elles tiennent jusqu'à l'examen, qui est la plaie de l'enseignement, et puis quelques années après l'examen, chercher ce qu'il en reste. Ah ben, je pourrais me rappeler ce que m'a raconté un ami qui est devenu un grand mathématicien et un grand philosophe des mathématiques, et qui fait remonter sa carrière à un souvenir d'enfance qui ne peut naturellement pas localiser avec exactitude au point de vue de l'âge, mais enfin ça devait être 4 ou 5 ans. Il était assis dans son jardin et s'amusait à compter des cailloux. Et pour cela, il les avait mis en rangée, mettant de 1 à 10. Après quoi, il a eu l'idée de les compter à l'envers. Il est parti du dernier, il est revenu au premier, et à son grand étonnement, il a de nouveau trouvé 10. Alors, trouvant de nouveau 10, il a commencé à varier les positions. Il les a mis obliquement, il les a mis en cercle surtout, et il a de nouveau trouvé 10, 10 en parcourant le cercle dans les deux sens. Et alors, ça l'a plongé dans un grand enthousiasme. En fait, il avait découvert ainsi que l'action de la numérotation, donc de constituer un tout cardinal, est indépendant de l'ordre. Il a pratiquement découvert la commutativité de l'addition. Ben voilà un exemple où la découverte d'un enfant spontanément faite par lui-même, n'est-ce pas, est bien supérieure à ce que cet enfant aurait acquis si on lui avait expliqué la chose du dehors. Ça aurait été un enseignement comme un autre, oublié probablement comme un autre, et non pas une découverte qui pèse et qui agit sur la suite des événements. Après plus de 40 années de recherche sur la psychologie enfantine, pensez-vous être arrivé au terme, avoir fait le tour du problème? Non, loin de là. Très loin de là. Tout nouveau problème, toute nouvelle solution engendre de nouveaux problèmes, comme partout. Il vous faut donc poursuivre. Bien sûr. Avec allégresse.